Donc je vous redis tout le plaisir que j'ai en tant que président de la Maison de l'Europe de Paris de vous accueillir ce soir toutes et tous, d'accueillir bien entendu Bernard Cazeneuve, Premier ministre, parmi nous ce soir, et d'accueillir aussi les élus de Paris qui nous ont fait l'honneur de venir, Arnaud Gatcha, maire adjoint en charge des questions internationales et européennes à la ville de Paris, et Jean-Didier Berthaud, qui est dans cet arrondissement du 17e, adjoint en charge des questions notamment européennes. Alors, Monsieur le Premier ministre, cher Bernard Cazeneuve, vos engagements politiques sont anciennes, ne datent pas uniquement que du 6 décembre 2016 ou du 15 mai 2017, votre passage à l'hôtel de Matignon, mais ils sont plus anciens, ils remontent à vos années d'études à Bordeaux. Et Bordeaux, ça me permettrait d'évoquer Pierre Lalumière, qui fut votre professeur, Catherine Lalumière, son épouse, qui présidait la Maison de l'Europe de 2003 à 2 ans à 2020, pendant 17 ans donc, et Bordeaux, vous avez aussi eu vos premières années d'engagement politique, puisque vous avez, si mes informations sont bonnes, dirigé la Fédération du mouvement des jeunes radicaux de gauche de Gironde dans vos premières années d'engagement. Après un parcours en cabinet ministériel vous connûmes, vous vous implantez dans la Manche et d'abord comme conseiller général de Cherbourg-Sud-Ouest, puis comme maire d'Octeville en 1995, et puis de Cherbourg-Octeville, et vous avez été député de la 5e circonscription de la Manche de 1997 à 2002 et de 2007 à 2012. Et enfin, et toutes et tous on a ça en tête, bien entendu, ce soir, vous avez été ministre délégué aux affaires européennes de 2012 à 2013, et à l'époque, Catherine Lalumière avait eu l'honneur et le plaisir de vous accueillir à l'hôtel de Coulanges, qui était notre ancienne Maison de l'Europe, et vous avez rejoint au-delà le ministère du Budget et le ministère de l'Intérieur, où vous serez en janvier 2015, on s'en rappelle tous aussi, en première ligne face à la série d'attentats islamistes qui frappaient notre pays. Vous citez souvent, cher Bernard Cazeneuve, cet autre grand élu de la Manche du XIXe siècle, Alexis de Tocqueville, dont vous louez la tempérance, mais qui loua aussi dans ses écrits l'esprit de la Révolution française de 1789, ce moment, dit-il, où l'amour de l'égalité et celui de la liberté partageaient le cœur des Français. Ce moment où ceux-ci ne voulurent pas seulement fonder des institutions démocratiques, mais aussi des institutions libres. Non seulement détruire des privilèges, mais aussi reconnaître et consacrer des droits. Alors aujourd'hui, pour lancer peut-être l'échange que nous allons avoir pendant une heure et demie, j'aimerais vous poser la question de ces droits en Europe. L'Europe qui protège est un mantra qui a souvent ces dernières années été mis en avant dans les déclarations et discours politiques en France, mais bien au-delà, dans beaucoup de pays européens. Cher Bernard Cazeneuve, quelle est votre vision en 2023 de cette fonction protectrice de l'Union et plus spécifiquement aux 3 niveaux suivants? L'Europe qui protège en matière individuelle quant à la protection des citoyens européens face au terrorisme et à la guerre. L'Europe qui protège au niveau des entreprises confrontées à l'extraterritorialité du droit américain qui présuppose, sous couvert du légitime combat visant à prévenir et à lutter contre la corruption, la capacité des juges et du département de la justice à engager des poursuites contre elles. Et puis l'Europe qui protège, bien entendu, d'aucuns, Jacques Attali, après Nouriel Rubini, ont évoqué une crise systémique financière qui pourrait arriver dans les semaines et les mois qui viennent. Et l'Europe qui protège, est-ce qu'elle a les moyens de protéger chacune et chacun d'entre nous face à une crise économique majeure qui pourrait amener à impacter le continent, le vieux continent, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Donc c'est autour de cette thématique qu'on pourrait peut-être lancer l'échange. Puis bien entendu, je pense que beaucoup de nos amis auront des questions à vous poser au-delà de ce propos introductif. Merci encore. Bien, Monsieur le Président, je ne sais pas si vous m'entendez les uns et les autres, j'espère que oui. Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'offrir l'hospitalité de ces lieux. Nous sommes ici dans votre maison à tous, et vous me donnez l'occasion d'un moment de nostalgie, car finalement, je retrouve ici l'ambiance que j'ai aimé rencontrer lorsque j'étais jeune ministre des Affaires européennes, que je venais d'arriver dans mes fonctions, et que Catherine Lalumière, qui présidait à l'époque la Maison de l'Europe, voulant m'encourager dans mes premiers pas et me prodiguer ses conseils avec l'extrême humilité et gentillesse qu'on lui connaît, m'invitait à venir rencontrer son public pour lui faire part des grands enjeux auxquels nous étions confrontés à l'époque. Et je n'étais pas revenu, je le disais à Ursula en la saluant tout à l'heure, dans ces lieux, en tous les cas auprès de vous, puisque les lieux étaient différents à l'époque où Catherine m'avait invité. Depuis plus de 10 ans,
je n'ai pas vu ces 10 dernières années passer. Il est vrai qu'elles m'ont donné suffisamment de grains à moudre et de tâches pour que je n'ai pas éprouvé le sentiment de l'ennui, à aucun moment. Des ennuis, oui, mais de l'ennui, non. Et donc, je vous retrouve avec un immense plaisir, et puis aussi, je vous retrouve avec la conscience que nous avons en partage dans une circonstance très particulière, qui est celle des difficultés auxquelles le continent européen se trouve de nouveau confronté, avec lui notre pays. Nous nous trouvons dans un contexte où l'Europe, dans ses principes, dans ses valeurs universelles, constitue, peut-être plus encore que par le passé, à la fois une source d'interrogation et d'inquiétude, mais aussi un extraordinaire espoir. Et donc, pouvoir venir à votre rencontre pour essayer d'évoquer, sans pouvoir les approfondir tous, compte tenu de l'agenda extrêmement ambitieux que Michel a fixé à cette intervention, pouvoir évoquer quelques-uns de ces sujets avec vous est pour moi, bien entendu, plaisant et tout à fait utile. Je viens, bien entendu, auprès d'un public acquis à la cause européenne. Et je viens devant ce public comme Européen. Il est vrai que là où je me situe politiquement, l'opportunité d'avoir en face de moi des publics acquis est devenue très rare. Non pas que j'ai le sentiment d'être dans une approche des choses qui ne soit pas la bonne, même si je n'appartiens pas à la catégorie de ceux qui ont des certitudes sur tout et qui regardent tous ceux qui ne pensent pas comme eux-mêmes avec arrogance, dédain et parfois avec à la commissure des lèvres l'injure. J'ai même des convictions suffisamment solides pour qu'il m'arrive, pas toute la journée, mais à certains moments de la journée, d'avoir la conviction d'avoir raison. Surtout quand j'entends les autres qui, sur les sujets européens notamment, s'expriment avec la rage que l'on sait. Mais trouver un public acquis à la cause européenne au moment où l'Europe est elle-même, pour des raisons qui tiennent au fait, notamment que la guerre a ressurgi sur son territoire, où l'Europe est taraudée par des interrogations de nature existentielle, a beaucoup de signification politique. Et je voudrais aborder les sujets sans trop tarder. D'abord, depuis 10 ans que j'ai quitté le ministère des Affaires européennes, beaucoup de choses ont évolué et beaucoup de défis nouveaux se sont présentés à nous. Quels sont les éléments d'évolution majeurs que nous pouvons déceler ensemble et qui sont comme autant de défis envoyés à l'Union européenne? Le premier, qui est le plus spectaculaire, sans doute le plus récent aussi, c'est le surgissement de nouveau sur le continent européen, non pas sur le territoire de l'Union européenne, mais à ses portes et au cœur du continent européen, de la guerre, qui prend des formes et qui aboutit à des souffrances que précisément les pères fondateurs de l'Union européenne avaient voulu, à travers le projet européen, rendre à tout jamais impossible. Ce retour-là, nous ne le voulions à aucun prix. Ce retour des bombes qui tombent sur des populations civiles, ce retour des dictateurs qui s'en prennent aux plus vulnérables des citoyens parmi les populations qu'ils veulent atteindre et toucher, qu'ils le font en ayant recours au cynisme le plus grand, qui se trouve d'autant plus efficace pour atteindre ses buts qu'il est désormais accompagné par les moyens de la communication numérique et toutes les opportunités de manipulation qu'offre la communication numérique. Imaginez ce qu'était le nazisme et le totalitarisme porté par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, si cette abjection avait pu être amplifiée, renforcée, confortée par l'ensemble des moyens dont disposent ceux pour lesquels aujourd'hui la vérité n'a plus d'importance et qui parviennent, dans l'irréalité de la toile et du monde numérique, à diffuser des fausses informations au motif que seul compte le but qu'ils prétendent atteindre. Donc, la guerre réapparaît, et face à la guerre, même si l'Europe, sous l'impulsion de certains chefs d'État et de gouvernement, a pris des dispositions pour manifester sa solidarité avec l'Ukraine, même si l'Europe, dans le cadre du dialogue transatlantique, a réussi
a trouvé avec les États-Unis un moyen d'affirmer son attachement à la liberté, de s'inscrire résolument dans le monde libre. Malgré tout, la possibilité pour les peuples de l'Europe d'être garantis que les institutions européennes et les moyens des États parviendront à protéger l'Europe de l'extension du conflit demeure comme une interrogation taraudante, inquiétante, et qui rend l'avenir incertain, et qui peut à tout moment assombrir l'avenir de nos propres enfants. Le deuxième élément qui me paraît très déterminant et qui apparaît aussi à l'Europe comme un défi qui renvoie à l'essentiel, c'est le réchauffement climatique. Il y a quelques jeunes dans cette salle. Il y a une différence fondamentale entre les combats que nous avons menés avec Michel Derdevet et d'autres par le passé, lorsque nous étions politiquement engagés, pour certains d'entre nous, et les motivations qui président au combat de la jeunesse. Lorsque nous mobilisions, à l'époque lointaine évoquée par Michel lorsqu'il exhumé d'un passé que j'ai presque oublié, ma propre jeunesse politique, nous nous battions pour que le monde soit meilleur. Nous battions pour que la vie soit meilleure et plus belle. Désormais, les générations les plus jeunes se battent pour que la vie soit possible. Ça n'a rien à voir. Se battre pour que la vie soit meilleure, c'est être garanti de la possibilité d'un avenir, d'être garanti de la possibilité de la vie sur la planète. Se battre pour que la vie soit possible, c'est être dans cette angoisse qui peut conduire à des formes de radicalité que l'on aurait tort de juger sans les comprendre, qui sont les formes de radicalité d'une jeunesse qui estime qu'elle a été privée de son avenir par les générations qui l'ont précédée et qui, dans le productivisme le plus inconscient de la rareté des ressources et des biens communs, ont engagé les générations futures vers un avenir incertain. Et donc, l'Europe ne peut pas faire comme si cette question ne se posait pas, comme si la question de la vie sur la planète n'était pas un enjeu fondamental pour les jeunes générations. Et autant je condamne l'extrémisme et la violence, autant je comprends la radicalité, et on ne peut pas condamner l'extrémisme et la violence sans se poser la question de savoir quel débouché on donne à la radicalité de la jeunesse angoissée pour les raisons que je viens de dire, précisément pour que la radicalité n'aboutisse pas à l'extrémisme. Et ce défi-là, il est, pour les institutions européennes, devant l'Europe. Il doit être réglé. Le troisième sujet qui se présente à nous, c'est la mise en désordre de la communauté internationale. Je suis très frappé de constater que quel que soit l'endroit à partir duquel on regarde les continents et la planète, on ne voit nul point, nul pays, nulle parcelle de terre ou de territoire où la paix serait à tout jamais garantie. Prenons l'Afrique, où dans la bande sahélienne, les groupes terroristes sont disséminés. Je regardais l'autre jour, préparant un article sur le risque terroriste, quelques années là aussi après avoir quitté les responsabilités que j'ai exercées place Beauvau, et je constatais que dans la bande sahélienne, les groupes terroristes sont disséminés comme ils ne l'ont jamais été. Ansar el-Sharia, Al-Morabitoun, Boko Haram, Ansar el-Din, AQMI, AQPA, etc. Bon. Et non seulement ces groupes terroristes sont disséminés comme ils ne l'ont jamais été, on voit que la situation au Mali peut conduire à la prise en main de ce pays par un totalitarisme islamiste, mais on constate surtout que les milices envoyées par la Russie, les milices Wagner dans cette partie du continent africains auront pour conséquence la mise à sac de toute espérance, de toute possibilité de stabilisation, parce que toutes les informations qui me reviennent concernant les agissements de Wagner témoignent, s'il en était besoin, du fait que ces groupes, qui sont de véritables milices barbares dans les modalités de leurs interventions et inhumaines ô combien, ont pour modalité de semer partout la désolation par la violence et les massacres. Donc sur le continent africain, où jamais les coups d'État n'ont été aussi nombreux, où jamais la violence n'a été aussi répandue, où jamais le risque terroriste n'a été aussi grand,
où jamais les puissances, et je pense notamment à la Chine et à la Russie, ne pillent autant les ressources minières et naturelles de ce continent en continuant à laisser les peuples africains face à un destin pour eux funeste, les défis sont plus grands que jamais. Donc, la guerre qui revient, le défi climatique, partout dans le monde, un ordre international qui se délite. On voit dans la zone Asie-Pacifique, et l'affaire des sous-marins l'a bien montré, l'alliance AUKUS conduit les Américains à affirmer leur ambition indo-pacifique au détriment de l'intérêt qu'ils portaient à l'Union européenne, dans le cadre d'une bipolarisation des relations internationales entre la Chine et les Américains sur fond de conflits d'intérêts et d'ambition commerciale. Bon, il n'y a pas de continent où les choses soient stabilisées, où la paix soit garantie. Ces trois défis sont des défis majeurs auxquels s'ajoute un dernier défi, qui est celui de la capacité de l'Union européenne, par ses investissements, par ses choix politiques, d'assurer la prospérité de son économie dans un contexte où la compétitivité des entreprises européennes pose question, où la compétition entre les nations est grande et où le droit est utilisé par les pays comme un instrument de puissance. Alors, comme je voudrais laisser la place aux questions, je voudrais, sur les sujets qui ont été évoqués par Michel, apporter quelques témoignages de l'expérience passée, puis ensuite on pourra discuter ensemble. Ce témoignage, d'ailleurs, ayant vocation à évoquer quelques sujets et à susciter quelques interrogations de nature à nourrir le débat. Le premier point sur lequel je voudrais insister, et je m'en prendrai là aux populistes de droite et de gauche, c'est que tous ceux qui pensent qu'en sortant de l'Europe, nous serons mieux protégés, ne rendent pas compte de ce que sont les défis auxquels nous sommes confrontés, ni de la manière dont l'Europe s'est organisée pour nous permettre d'y faire face. Et je voudrais vous parler d'exemples qui vous parleront parce que vous les avez vécus et subis, peut-être pour certains d'entre vous, dans votre chair, parce que certains proches auront été atteints par le terrorisme ou auront été blessés pendant les attentats. Lorsque nous avons subi ces attentats terribles, j'étais à l'époque ministre de l'Intérieur et je me souviens du sentiment qui s'était emparé de notre pays et qui portait un nom, le chagrin, parce que les Français qui étaient dans l'altérité sentaient bien que ceux qui étaient tombés auraient pu être parmi leurs propres enfants ou leurs proches. Donc par transposition, nous ressentions comme une douleur personnelle la perte d'êtres chers dans les familles qui avaient été atteintes. Et mon obsession à l'époque, parce que nous étions dans une course contre la montre, la révision générale des politiques publiques avait fait perdre beaucoup d'effectifs à la gendarmerie et à la police. Les services de renseignement avaient été un peu désorganisés, il fallait les rehausser pour nous permettre de faire face à la difficulté du terrorisme. Et surtout, nous avions des défis européens considérables. Nous voulions que, face au populisme qui prétendait qu'il s'agissait de rétablir les contrôles aux frontières et de mettre aux frontières de chacun des pays de l'Union européenne des policiers et des gendarmes pour assurer l'efficacité de la lutte contre le terrorisme, nous savions que tel n'était pas le cas, mais en même temps, nous devions apporter la démonstration que l'Europe, en confortant ses politiques et ses moyens, était capable d'assurer la protection des Français et de l'ensemble des citoyens européens contre le terrorisme. Et ce fut le cas. Ce fut le cas pourquoi ? Parce que lorsque des jeunes Européens en nombre partent sur le théâtre des opérations terroristes en Irak et en Syrie, et qu'ils partent de tous les pays de l'Union européenne, pas seulement la France. La France, pour des raisons qui tiennent à la singularité de son histoire, était particulièrement frappée par ce phénomène. Mais tous les pays de l'Union européenne l'étaient. Lorsque je rencontrais Theresa May, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur au Royaume-Uni, elle me disait son inquiétude de voir son pays frappé après que ceux qui étaient partis en Irak et en Syrie, citoyens britanniques, reviendraient. J'avais la même inquiétude pour la France. Thomas de Maizière, ministre allemand de la chancelière Angela Merkel, avait la même interrogation et la même angoisse. Dans tous les pays européens existait cette crainte et cette idée que nos jeunes qui étaient partis en Irak et en Syrie, qui allaient rentrer sur le territoire européen en franchissant les frontières extérieures de l'Union, pouvaient à tout moment, quelle que soit leur nationalité, passer dans un pays de l'Union dont ils n'étaient pas le ressortissant pour le frapper. Et il était absolument indispensable à ce moment-là qu'on parvint
à armer l'Union européenne pour éviter que cela ne se produise. Et qu'avons-nous fait? Nous avons renforcé considérablement la coopération entre les services de renseignement au sein de l'Union européenne. Nous avons mis en place, non sans difficulté, parce qu'il a fallu aller à plusieurs reprises devant la commission Libé du Parlement européen pour parvenir à convaincre les différents groupes qui siégeaient au Parlement européen de faire cette concession à la réalité de la situation à laquelle nous étions confrontés, nous avons réussi à faire adopter le Passenger Name Records européen, le PNR européen, qui permettait, par l'analyse des données de voyage des passagers, de savoir quels étaient ceux qui, ayant longtemps séjourné sur le territoire des opérations, le théâtre des opérations terroristes, reviendraient en Europe pour nous frapper. Si nous avions disposé du PNR européen au moment où s'est produit l'attentat contre le musée juif de Bruxelles, nous aurions pu arrêter à son arrivée en Allemagne l'auteur de ce crime, parce que la traçabilité de ses déplacements témoignait de son engagement dans des opérations terroristes. Nous avons réussi à faire adopter le PNR. Nous avons réussi à renforcer la coopération entre les services de renseignement au sein de l'Union européenne. Nous avons réussi à faire en sorte que les différents pays de l'Union européenne et leurs services de renseignement alimentent le système d'information Schengen. Le système d'information Schengen est cette base de données partagée par les services de police et de gendarmerie dans le respect rigoureux des libertés individuelles et qui permet d'identifier, quel que soit le pays où la personne est arrêtée, ses antécédents, d'identifier le risque que cette personne représente et de la neutraliser avant qu'elle ne frappe. C'est chaque année 75 millions de données qui sont échangées par le système d'information Schengen. Sans Schengen et sans le système d'information Schengen, l'Europe et les pays qui la constituent seraient totalement aveugles face aux risques terroristes. Nous avons mis en place le système ESTA, qui permet de n'attribuer des visas qu'à des personnes dont nous sommes assurés qu'elles ne représentent pas un risque. Nous avons, au terme d'une négociation avec le Royaume-Uni, obtenu que le Royaume-Uni réintègre le programme Prüm, qui est un programme d'identification des individus par les traces papillaires, etc. Et l'Europe n'a jamais mobilisé autant de dispositifs pour la sécurité qui ont permis dans tous les pays d'Europe de réduire le risque terroriste par rapport à l'époque où il était significatif. Et il n'y aurait pas eu non plus de lutte efficace contre le terrorisme en dehors des frontières de l'Union européenne s'il n'y avait pas eu l'engagement des pays de l'Union européenne, pour un certain nombre d'entre eux, dans la coalition qui est intervenue en Irak et en Syrie pour éradiquer Daesh et ses états-majors. Et lorsqu'il s'est agi de lutter contre le trafic d'armes, s'il n'y avait pas eu la volonté des pays de l'Union européenne, alors que beaucoup d'entre eux étaient réticents, à un moment donné, d'adopter une directive de lutte contre le trafic d'armes au plan européen, nous aurions aujourd'hui le même niveau d'armes circulant au sein de l'Union européenne, résultant d'ailleurs pour un certain nombre d'entre elles du recyclage d'armes qui avaient été utilisées au moment de la guerre des Balkans, ces armes qui ont été vendues et échangées sur le Darknet par les groupes terroristes avant qu'ils ne nous frappent. Donc, quand on parle de l'Europe qui protège, et que l'on parle du risque le plus angoissant pour les citoyens européens, qui est celui du totalitarisme, de la violence terroriste, et que certains expliquent qu'en sortant de l'Union européenne, nous serions davantage protégés de ce risque, alors même que je viens de vous indiquer, outil après outil, combien nous aurions été dépourvus de possibilité de nous défendre si nous n'avions pas rehaussé ces moyens et si nous ne les avions pas développés davantage, on voit que la démagogie est située dans le propos de ceux qui proposent, pour protéger les Français, qu'on sorte de l'Union européenne. De la même manière, quand j'entends certains leaders tout aussi populistes, plutôt situés à l'extrême gauche, en tous les cas c'est là que je les situe, expliquer que finalement M. Poutine, apportant son soutien à Bachar el-Assad, qui a été l'assassin de son propre peuple, qui a martyrisé son propre peuple, que cette intervention était judicieuse au motif, je reprends les termes de celui qui les a exprimés, que Poutine allait sortir Daesh de Syrie et d'Irak. Non, il ne l'a pas sorti.
il l'a maintenue et entretenue pour pouvoir se maintenir au pouvoir, et Poutine n'a pas bombardé Daesh en Irak et en Syrie, il a bombardé les opposants de Bachar el-Assad en aidant Bachar el-Assad à martyriser son propre peuple. Et ce sont les pays européens de la coalition qui, intervenant en Syrie, ont permis qu'on éradique Daesh. Donc sans l'Europe, à l'intérieur comme à l'extérieur, nous serions exposés, plus que nous ne l'avons jamais été, au risque terroriste. L'Europe qui protège, c'est cela. Et il faut continuer ce travail. Et lorsque nous avons décidé, parce que nous avions un angle mort, de faire en sorte que les Européens qui étaient engagés sur les théâtres d'opérations terroristes soient contrôlés aux frontières extérieures alors qu'ils ne l'étaient pas jusqu'à présent, parce qu'ils bénéficiaient de la libre circulation au titre des règles de Schengen sur le territoire de l'Union européenne, et nous avons pour cela modifié l'article 7-2 du Code frontière Schengen, nous avons créé les conditions pour que l'on puisse neutraliser les terroristes au moment où ils franchissaient les frontières extérieures par la mobilisation de tous les outils dont je vous ai parlé. Donc, je suis heureux de pouvoir vous apporter ce témoignage, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire depuis que j'ai quitté la place de Beauvau, ma conviction profonde d'Européen, attaché à voir les valeurs universelles qui ont été au fondement de l'engagement européen des pères fondateurs. Ce combat-là n'est possible que dès lors qu'on croit suffisamment à l'Europe, et si l'on est suffisamment lucide sur l'état du monde pour faire en sorte de donner à l'Europe les moyens de nous protéger toujours davantage. Cela suppose que dans le trilogue, le Conseil, la Commission et le Parlement soient suffisamment lucides sur les enjeux et que le dialogue entre ces institutions s'instaure pour permettre de rehausser le niveau de protection. Cela implique aussi que dans l'intergouvernementalité, le Conseil européen prenne ses responsabilités. Et cela suppose aussi que les ministres des conseils, qui siègent aux différents conseils spécialisés de l'Union, aillent devant les commissions spécialisées du Parlement européen pour défendre leurs textes et leurs orientations, sans quoi il n'y a pas de démocratie européenne qui vaille. Le deuxième sujet sur lequel je voudrais vous dire un mot, et je le dirai de façon un peu provocatrice, c'est sur la finance européenne. Un président de la République que j'ai un peu connu avait eu cette formule « mon ennemi, c'est la finance ». Et on avait reproché à ce président de la République d'en avoir tiré aucune conclusion. Mais on peut considérer à juste titre que les conclusions qui ont été tirées n'étaient peut-être pas suffisamment audacieuses, mais on ne peut pas en déduire, si on est honnête, que rien ne s'est passé en Europe sur cette question de la régulation de la finance au regard de ce qu'était le contexte avant que la crise de 2007-2008 ne se déroule. Et comme il faut toujours scrupuleusement en politique rendre à chacun ce qui appartient à chacun, en 2007-2008, il y avait à la tête de l'État un président de la République qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui a pris la crise en pleine figure, et dont il serait tout à fait absurde de considérer qu'il n'a rien fait au moment de cette crise. Parce qu'il a beaucoup agi au moment de cette crise pour éviter que la crise des subprimes et de la crise économique et bancaire ne se traduise par une crise de l'économie réelle. Il a voulu imposer à l'Union européenne un plan de relance. L'Union européenne, pour des raisons qui tenaient à la position de ceux qu'on appelait les frugaux, c'est-à-dire les Allemands et puis les pays d'Europe du Nord, n'a pas voulu que cette relance soit organisée, moyennant quoi nous avons organisé la relance tout seul. Et comme nous avons organisé la relance tout seul parce que nous n'étions pas capables de l'imposer au plan européen, la France s'est retrouvée avec un niveau de déficit significatif, de l'ordre de 6% en 2012, qu'il a fallu réduire après que nous avons décidé d'entrer dans les traités six-pack, two-pack, nous imposant un niveau de déficit qui soit compatible avec la monnaie unique. Et lorsque je suis arrivé au ministère des Affaires européennes, il fallait que je fasse ratifier un traité dont on avait dit pendant la campagne électorale que nous ne le ratifierions pas. Comme quoi, il faut faire très attention à ce qu'on dit pendant les campagnes électorales. Et comme je ne voulais pas, comme les Affaires européennes, procéder devant le Parlement à trop de propos sur la ratification du traité sans qu'il y ait quelques garanties, nous avons dû négocier avec les institutions européennes un certain nombre de garanties qui permettaient de rendre le traité soutenable. Et ces garanties, quelles furent-elles ? Et ces garanties, ce fut la possibilité de mettre de l'ordre dans la finance européenne, en essayant de transposer au sein de l'Union européenne les principes de Bâle III, à travers l'instauration de l'union bancaire.
c'est-à-dire un dispositif de supervision bancaire qui n'existait pas, un dispositif de garantie des dépôts qui n'existait pas, et un dispositif de résolution des crises bancaires qui n'existait pas. C'est ce qu'on a appelé le paquet CRD4, paquet de directives européennes, qui a permis de mettre en place un dispositif de régulation de la finance destiné à faire en sorte que les errements que l'Europe avait jadis connus et qui avaient conduit aux dérèglements les plus grands ne puissent pas se reproduire de nouveau. Et j'étais ministre des Affaires européennes à l'époque, puis ensuite ministre du Budget, donc j'ai eu à participer au sein des instances européennes à la négociation, notamment avec les Allemands, de ce paquet, qui était un paquet de régulation d'une finance qui était devenue folle et dont l'Europe devait protéger les citoyens et l'économie réelle. Nous l'avons fait. Alors bien entendu, c'est beaucoup moins spectaculaire que les discours vocaux. C'est d'une technicité telle que c'est difficilement accessible spontanément à une mode de communication politique qui convoque l'usage de la phrase brève au service des idées courtes, qui s'appelle Twitter. En un tweet, vous n'expliquez pas ce qu'est l'union bancaire. Il en faut moins 3, puisqu'il y a la résolution des crises bancaires, la garantie des dépôts et la supervision bancaire. Mais même avec 3, ça ne suffit pas. Et donc, l'Europe nous a protégés par la mise en place de ces dispositifs, de ce que la crise financière pouvait emporter de conséquences sur l'économie réelle. Et si, aujourd'hui, nous sommes en situation d'éviter, pas assurément, parce que ce n'est pas une science exacte, que de tels phénomènes se reproduisent, c'est précisément parce qu'à travers ces paquets, nous nous sommes dotés des moyens de régulation de la finance. De la même manière, quand on met en place LCBFT, la directive lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, 5e directive et 5e directive bis, nous le faisons avec la même volonté d'éviter que ne transitent dans le secteur financier des fonds dont la traçabilité est insusceptible d'être reconstituée et qui sont de nature à alimenter les réseaux terroristes les plus grands. J'ai pris l'exemple du terrorisme, j'ai pris l'exemple de la finance, et je voudrais terminer par un dernier sujet qui est la protection de nos intérêts industriels vitaux. En vous racontant une dernière histoire, puis j'arrêterai là. En 1977, les Américains ont été confrontés à un scandale qui s'appelle le Watergate. Ce scandale auquel les Américains ont été confrontés a eu un tel effet tellurique sur la réputation des États-Unis que les Américains ont décidé de rehausser leur réputation en mettant en place un ensemble de dispositifs législatifs destinés à lutter résolument contre la corruption. C'est ainsi qu'a été adopté en 1977 un texte très important aux États-Unis, le Foreign Corrupt Practice Act, FCPA, qui, par l'intermédiaire d'un outil, le Deferred Prosecution Agreement, DPA, a conduit le DOJ, Department of Justice, à poursuivre des entreprises américaines, dans un premier temps, qui avaient été à l'origine de faits de corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, et à imposer à ces entreprises américaines des niveaux d'amende absolument considérables. Les Américains ayant constaté à partir de 1977 que l'Europe ne faisait absolument rien pour lutter contre la corruption dans une économie de plus en plus mondialisée, ont décidé à partir de 1998 de demander au Department of Justice de poursuivre des entreprises européennes qui n'avaient pas leur siège aux États-Unis, mais dont l'activité avait pu à un moment donné les conduire à utiliser des transactions en dollars, des serveurs américains, ou qui avaient en leur sein des collaborateurs américains qui avaient pu se trouver à l'origine de la commission de l'acte de corruption. Donc, ils se sont mis à poursuivre toute une série d'entreprises européennes, toute une série, avec des motifs juridiques faibles, enfin des liens de rattachement juridiques faibles, mais en prélevant sur les entreprises européennes des niveaux d'amende considérables. BNP, 9 milliards, Alstom, quelques centaines de millions d'euros, Airbus, 3,4 milliards, etc., etc. Et on a même vu, pour Alstom, qu'après avoir été saigné par le DOJ, Alstom a été racheté par GE. Hasard complet. C'est-à-dire que nous avons vu que les Américains utilisaient le droit dans un cadre extraterritorial à des fins d'affirmation de leurs objectifs de puissance et de leurs objectifs diplomatiques. Et nous, pendant ce temps-là, nous ne faisions rien. Il a fallu attendre 1997 pour que l'OCDE prenne une convention
sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. Nous l'avons transposé au début des années 2000. Puis il a fallu attendre la fameuse loi Sapin 2 de 2016. Comme quoi, mon ami, c'est la finance, ça a quand même conduit à prendre quelques dispositions. Je poursuis mon idée. Loi contre la corruption de 2016, qui a mis en place en France des dispositifs de prévention et de la lutte contre la corruption dans les entreprises françaises, mais surtout qui a mis en place en France la Convention judiciaire d'intérêt public et le parquet national financier, qui n'existait pas, et le PNF et la Convention judiciaire d'intérêt public permettent à la France, désormais, de poursuivre ses propres entreprises. Et quand ces entreprises sont prises dans des faits de corruption qui ont une dimension internationale, c'est le PNF qui négocie avec le DOJ pour que l'amende soit partagée entre les différents trésors des pays concernés par l'infraction, pour que le principe non bis in idem s'applique, qui veut qu'une entreprise ne puisse pas être condamnée plusieurs fois pour la même infraction, et c'est le Trésor français qui perçoit les sommes. C'est-à-dire qu'on cesse, par ces dispositions, d'alimenter le Trésor américain de l'argent gagné par les entreprises françaises, leurs travailleurs, leurs cadres, leurs ingénieurs. Mais ce que nous avons fait au plan français n'existe pas dans tous les pays de l'Union. Nous avons un PNF qui est capable de poursuivre des responsables politiques et des responsables d'entreprise lorsque la corruption s'est emparée d'eux. Mais en Roumanie, qui est un pays qui est dans le marché intérieur, lorsque le procureur général roumain veut poursuivre un responsable politique roumain pour des faits de corruption, il est limogé. Moyennant quoi, le procureur en question devient procureur européen. Et parfois, une succession de mauvaises manières aboutissent à une belle promotion. Ça peut arriver. Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, nous devrions avoir un dispositif de prévention et de lutte contre la corruption européen. Et surtout, et je conclus par cela, nous devrions profiter de l'article 83 du traité de fonctionnement de l'Union européenne pour donner aux juges européens une compétence extraterritoriale équivalente à celle dont bénéficie le juge américain, de telle sorte à ce que les Américains réfléchissent à deux fois lorsqu'ils veulent utiliser dans un cadre extraterritorial leurs droits, sans problème, puisque nous-mêmes, nous ne le faisons pas à l'égard de leurs propres entreprises. Donc, vous voyez, je prends ces trois exemples, la lutte contre le terrorisme, la finance, les entreprises et la protection de leurs intérêts, mais je pourrais prendre les enjeux climatiques avec la directive en cours de discussion sur le devoir de diligence des sociétés mères et des entreprises donneurs d'ordre, qui est un texte européen formidable qui peut avoir des conséquences très utiles sur l'impact des activités des entreprises, sur les droits humains, la santé et l'environnement. L'Europe nous protège. C'est par l'Europe que nous pouvons parvenir à faire en sorte que l'économie, les droits sociaux soient mieux protégés, que les citoyens soient mieux protégés, y compris face aux risques les plus violents que sont la guerre et le terrorisme. Mais aussi faut-il qu'il y ait suffisamment de cœur ardent, et notamment pendant les campagnes électorales, parce que je conviens que les thèmes sont moins porteurs que la démagogie chimiquement la plus pure, pour aller expliquer avec clarté aux citoyens à quel point il serait dangereux de s'éloigner de ce chemin, même si ce chemin est, comme tous les chemins exigeants, le plus ardu, le plus difficile, sans doute le plus compliqué à faire partager au plus grand nombre. Mais si l'on est européen, il faut prendre le risque de faire partager cette ambition. Il faut prendre le risque de rendre intelligible la complexité des choses. Il faut prendre le risque de la rigueur et de l'honnêteté intellectuelle. Il faut prendre le risque, face à un monde numérique où les faits n'ont plus d'importance, de rappeler inlassablement les faits, de les articuler les uns aux autres pour mettre de la cohérence et de la rationalité dans le raisonnement. Sans quoi, tout le projet des pères fondateurs de l'Union européenne s'effondrera sous la poussée des populismes, sous la poussée des démagogues, sous la poussée de tous ceux qui, en réalité, ont l'état de droit et la démocratie en détestation et qui, combat après combat, parviennent finalement à mettre à mal l'état de droit et les valeurs que nous avons en partage et qui sont celles de l'universalisme européen. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis prêt à répondre à vos questions.